Bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass sur la prise de décision au féminin. Donc, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour explorer ensemble ce sujet essentiel qui est savoir prendre de bonnes décisions rapidement et en toutes circonstances. Alors, moi, je suis Raphaël et je vais vous présenter cette masterclass avec Melinda. Je suis aujourd'hui coach de vie et business coach. J'aime bien me présenter comme un partenaire de croissance parce que j'accompagne mes clients dans leur développement personnel, dans leur évolution de carrière et le développement de leur entreprise. Et avant de me consacrer au coaching, j'ai travaillé pendant 10 ans sur Paris en financement internationaux et dans l'aviation commerciale. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans sur Londres en gestion de patrimoine et en financement immobilier. Et j'ai également travaillé dans d'autres secteurs tels que le vin, l'événementiel et les standards de certification ESG. J'ai aussi animé pendant plusieurs années des groupes de support pour un réseau de femmes à Londres. Et au total, j'ai vécu une vingtaine d'années à l'étranger avant de m'installer dans le sud de la France où je vis aujourd'hui. Alors, le fil conducteur de mon travail, c'est ma conviction que le bien-être est indissociable de la performance. Et dans le monde professionnel d'aujourd'hui, la valeur des entreprises n'est plus seulement dans leur actif financier, immobilier ou industriel, mais surtout dans le capital humain. Par capital humain, j'entends leurs clients, leurs technologies et leurs services. Alors, ce capital humain, il a besoin d'être motivé. Et c'est pour ça que savoir comprendre notamment comment les autres prennent des décisions, c'est important. Et puis, bien sûr, c'est encore mieux de comprendre comment soi-même on prend nos propres décisions. Alors, pour moi, travailler sur la prise de décision, c'est une façon de prendre en main tout en apprenant mieux, tout en comprenant mieux aussi les autres. Alors, avec Melinda, euh, on a décidé d'aborder ce thème aujourd'hui car il revient constamment dans nos échanges avec nos clientes et franchement, ça résonne aussi pas mal avec notre propre expérience. Exactement. Alors, bonjour à tous. Pour celles que je connais pas, parce que j'en connais quand même pas mal. Donc, pour ma part, je suis coach, formatrice et conférencière en neurosciences. Et les neurosciences ont vraiment transformé ma vie, que ce soit pro ou perso. Et aujourd'hui, j'accompagne donc mes clients à augmenter tout ce qui est performance et bien-être grâce aux neurosciences, mais aussi à se révéler vraiment à la fois professionnellement et personnellement. On va commencer par, j'aimerais que vous vous demandiez, est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un moment où une décision que vous avez prise vous a vraiment mise dans l'embarras? Et n'hésitez pas à partager dans le chat, tout au long de l'heure d'ailleurs, que l'on va passer ensemble, vos commentaires. Alors, je vais commencer par un exemple personnel et assez concret. Avant d'être coach, je me souviens d'une situation lorsque je travaillais en banque d'affaires. C'était un vendredi, j'étais en négo chez un gros client en Roumanie. Lorsqu'à ce moment-là, le responsable des pays de l'Est, de la banque dans laquelle je travaille, m'appelle et me demande de l'introduire là sur le champ à mon client. Et le problème que j'ai, c'est que je sais que mon manager, on en a parlé auparavant, est fermement opposé à cette idée, mais il n'est pas disponible à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre une décision sur le champ et je dis non. Réponse du directeur, donc du responsable de tous les pays de l'Est en fait pour la banque, il me dit bah c'est pas la peine de revenir lundi au travail. Euh, Pourquoi je pense à cet exemple-là? Parce que je trouve que ça parle de la pression hiérarchique qu'on peut avoir dans notre boulot, de la pression de temps, j'ai eu besoin de prendre une décision immédiatement, des enjeux, et en bref, de tout ce qui peut rendre notre prise de décision parfois très compliquée. Alors, je suis certaine que vous avez tous été confrontés à des décisions stressantes à prendre. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager vos expériences dans le chat. Merci, ouais, ouais, merci Raphaël pour l'exemple. Je voulais aussi commencer en partageant un exemple un peu perso de mon côté, où la prise de décision n'a pas été facile. C'est à la naissance de mon deuxième enfant, donc il était mon fils Arthur, qui était tout petit. Il devait avoir 2 mois. On m'a proposé de rejoindre TripAdvisor pour m'occuper de la France. Moi, à l'époque, j'habitais Londres. Et donc, ça voulait dire que j'allais voyager beaucoup. Alors, d'un côté, il y avait la pression familiale, genre ma mère, mais comment tu vas prendre un nouveau job, tu vas être partie tout le temps alors tu viens d'avoir un bébé.
Il y avait dans la balance le côté ce que je voulais faire moi de ma vie. Clairement, aller travailler chez Trip, ça m'intéressait. Et puis, il y avait une partie risque aussi qui était le côté simplement financier. C'est-à-dire que moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans la même boîte. Là, je prenais le risque pour aller dans la start-up à la mode de l'époque. Qu'est-ce qui me garantissait que j'allais faire l'affaire pour le job? Et s'il ne me gardait pas, au bout de 3 mois, je me retrouvais sans salaire à Londres. Et clairement, financièrement, c'était pas possible avec 2 enfants. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez eu des expériences similaires. Alors, je vois qu'Emmanuel, tu dis, ouais, quand tu as quitté ton travail pour être sophrologue, effectivement, il y a toujours, ouais, enfin, souvent ces questions-là quand on change de carrière. Donc, ce qu'on voulait explorer avec vous, alors, je continue, je suis désolée, je suis en train, je fais rentrer les gens en même temps. Ce qu'on Et je voulait viens de le faire, je viens de le faire. ouais, avec vous aujourd'hui, c'est vraiment comment gérer ces prises de décision de façon plus pérenne et peut-être même les transformer en opportunités. Ouais. Et c'est exactement pour ça qu'avec Mélinda, on s'est dit, mais il doit y avoir un moyen de faire ses choix rapidement, sans regret, sans remords et continuer d'avancer. Alors, dans l'exemple que j'ai donné, moi, euh, pour être honnête, j'ai passé le week-end à stresser en me disant, mais je suis virée lundi, c'est pas besoin de revenir bosser. J'avais le risque aussi d'avoir pris peut-être une mauvaise décision en fait pour la boîte. Enfin bref, j'étais pleine de doutes et je stressais. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein en fait. Donc là, c'est un moment où j'ai pris une décision en fait qui était rapide et qui n'était pas la bonne. Et puis il y a aussi les cas où je me suis dit, bah, je vais pas prendre de décision, je vais la reporter. Alors, je vais vous donner un autre exemple en fait. Une fois, j'avais mis en place une transaction immobilière pour un très bon client. Mais j'avais un mauvais feeling sur ce deal, en fait, sur la structure de propriété du bien, hein, plus exactement. Et j'ai attendu d'en être sûre pour en parler à ce client, alors qu'après coup, je pense que j'avais une assez bonne relation commerciale pour en discuter. Et quand le deal a fini par tomber à l'eau, le client, lui, m'en a voulu de ne pas avoir partagé mon feeling plus tôt. Enfin, pour lui, ce feeling, c'était plus mon expérience ou mon savoir-faire qu'il aurait voulu que je partage, parce que c'est pour ça aussi qu'il travaille avec moi. Et au final, on a tous les deux beaucoup perdu à la fois du temps et puis de l'argent. Euh, alors, pourquoi je parle de ça? Parce que est-ce qu'il y a une bonne recette, en fait, pour faire des bons choix, c'est-à-dire prendre des décisions justes qui nous servent? Voilà. Et donc, c'est la réflexion qu'on s'est faite avec Mélinda. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Du coup, on s'est mis à bosser un petit peu. Et voilà, et on l'a fait pour vous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé les principaux éléments qui vont entrer en compte dans la prise de décision et chercher comment, en fait, pour chacun de ces éléments, on peut les amener à jouer un peu plus en notre faveur. Donc ça, c'est une première chose. Et pourquoi, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore abordé la question, pourquoi on voulait faire un événement qui était féminin? Parce que il y a de nombreuses études qui montrent qu'on remet plus facilement et plus souvent en question les décisions des femmes que celles des hommes. Donc, on s'est dit, on voulait vraiment vous donner des clés pour vous aider à aborder chaque décision avec beaucoup plus de confiance. En gros, qu'on arrête d'avoir peur. L'idée, c'est de vous donner vraiment une méthode éprouvée pour faire les bons choix rapidement, sans hésitation, et dans toutes les situations, parce qu'on va voir que c'est pas toujours évident. Exactement. Et alors là-dessus, on s'est dit qu'on allait vous donner un exemple que je vais partager maintenant, celui d'une cliente qu'on va appeler Laura, qui, elle, pour le coup, dort assez bien la nuit. Pas de stress sur se faire virer le lundi matin en arrivant au boulot. Alors, Laura, elle est responsable du parc immobilier dans un grand groupe industriel. Et son équipe avait déjà fait quelques recherches préliminaires sur l'emplacement potentiel d'une nouvelle chaîne d'emballage. Mais Laura avait besoin de prendre une décision finale assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Et on reviendra en fait durant cette heure ensemble sur le cas de Laura pour que vous compreniez pourquoi son processus de décision il est optimal pour elle. Et en attendant, voici comment elle a procédé pour faire son choix. Alors, Laura, elle a décidé de commencer par organiser une séance de brainstorming avec son équipe, ce qui lui a permis d'écarter déjà un site.
Et c'était important parce que c'était le site proposé par son boss. Donc, sans, j'allais dire, ce processus en intelligence collective, ça aurait été compliqué en fait de dire non à son manager. Ce qu'elle a fait ensuite, c'est qu'elle a intégré les trois options restantes dans le système dans les systèmes de l'entreprise en prenant compte de contraintes logistiques et de conformité, tout ce qui est lié à son business. Et puis après, en troisième étape, elle a fait une vraie analyse SWOT, donc étude des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Puis elle a visualisé en fait les options restantes, comment en fait, j'allais dire, les mettre en place dans l'entreprise en utilisant les ressources de l'entreprise, etc. Alors, Laura, elle a pris sa décision en toute confiance. Elle a obtenu le soutien de son management et au final, elle a pris une décision qui s'est avérée rentable pour l'entreprise. Et comme on le verra, il y a une structure assez réfléchie derrière ce processus de décision. Euh, il n'est pas forcément applicable à vous tel qu'il est là. Et on reviendra pourtant sur l'exemple de Laura parce que je voudrais que vous compreniez qu'en fait, il y a une clé à mettre en place des processus de décision qui sont parfois personnels, mais qui marchent pour vous, qui sont optimales pour vous. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement aujourd'hui? Rentrons dans le vif du sujet. Déjà, on est ensemble pour 1 heure. On enregistre, mais par contre, on n'utilisera ni votre image ni votre voix. Déjà, félicitations, prendre du temps pour votre développement, c'est chouette. Notre intention aujourd'hui, c'est vraiment que vous compreniez les facteurs qui peuvent influencer votre prise de décision, que vous découvriez votre mode de fonctionnement, parce qu'effectivement, comme l'a dit Raphaël, on ne fonctionne pas tous de la même façon, et c'est très bien comme ça, et repartir avec des outils qui sont 100% concrets. On a prévu une session interactive, on va vous poser des questions, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est déjà euh, les décisions et nous, c'est-à-dire c'est quoi l'impact en fait sur notre vie de prendre certaines décisions ou pas. On va voir que c'est une compétence, que ça s'apprend. Et perso, je suis plutôt je milite pour qu'on apprenne ce genre de choses à l'école. On verra bien évidemment le rôle de notre cerveau et on va voir qu'il ne nous donne pas forcément toujours les meilleurs conseils. Je sais qu'il y a des pros du cerveau dans l'auditoire. On verra l'influence de nos émotions aussi, encore une fois, quelque chose de pas anodin. On parlera du passage à l'action et c'est là où on verra qu'on ne passe pas forcément tous à l'action de la même façon. Et à la fin, si vous voulez rester, on vous parlera d'un programme qu'on a mis en place autour de 6 clés principales pour celle qui veut aller plus loin. Et c'est ce programme qui s'appelle Décideur. Super. Alors, comme on disait, n'hésitez pas à partager dans le chat ce qui vous a amené à vous inscrire aujourd'hui. Et moi, je vous présente 3 cas qui sont un peu trois situations assez banales. La première, c'est Clara. On va l'appeler Clara. Elle est nouvelle dans son job et elle manque de confiance en elle et elle a peur d'être jugée sur des décisions qu'elle va prendre. Alors, est-ce que, je sais pas, peut-être que vous vous sentez comme Clara aujourd'hui, dites-le nous, mais un scénario où typiquement, en fait, on a peur d'être bizuté, d'être jugé un peu trop durement sur les erreurs du début qu'on pourrait faire. Et ma foi, c'est une crainte assez compréhensible car on sait que on a tendance à se faire une opinion de quelqu'un assez rapidement et qu'après, c'est très difficile d'en changer. Euh, ou alors, on a pris un autre scénario, c'est Karine. Karine, elle, son souci, c'est qu'en fait, elle a fait des erreurs de jugement dans le passé, dans son boulot, et elle a peur de se planter à nouveau. Donc, en gros, elle a plus trop confiance en elle, et quand on ne fait pas confiance à son propre jugement, ça devient assez compliqué de prendre des décisions de façon rapide et efficace, à nouveau. Ou alors, on voulait vous présenter le cas de Marie. Euh, alors, Marie, elle n'a pas forcément peur du jugement des autres. Elle ne doute pas particulièrement de son propre jugement à elle, mais elle évolue dans un milieu que j'appellerais hostile. C'est-à-dire que son entreprise est très hiérarchique et elle n'encourage pas du tout la prise de risque.
Le problème, c'est que Marie, comme elle aime bien s'affirmer, elle cherche à mieux comprendre comment les décisions sont prises dans son entreprise et comment elle peut avoir aussi son mot à dire. Pourquoi je vous présente ces trois cas? Parce que voilà, pour voir si vous pouvez connecter à l'une de ces trois cas, n'hésitez pas de, de partager dans le chat si vous sentez plus Clara, Karine ou Marie. Oui, donc, Il y a peut-être un peu de tout. Il y a peut-être un peu de tout, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Ou alors c'est 20%, très bon point, 20% Clara, 30% Karine, et le reste Marie. Ok, ouais, donc c'est un mélange de tout. En tout cas, si vous avez Ouais. effectivement des moments clés, enfin des problématiques clés, n'hésitez pas à nous le dire qu'on puisse en parler, et notamment si c'est aucune des trois, voilà, ouais, dites-nous s'il y a des choses spécifiques. Bref. Mm. Alors, la question qu'on voulait, voilà, ah oui, il y a effectivement le fait de Juliette qui dit son problème, c'est surtout qu'elle est auto-entrepreneur, donc seule à décider des prochaines étapes, ce qui peut être hyper lourd quand on a effectivement peu de gens avec qui brainstormer ou partager. Merci Juliette, et pareil pour Emmanuel. Donc beaucoup de décisions, ok, de problèmes de décision solo et de devoir prendre cette décision toute seule. Ok, donc bah, on espère qu'on aura des clés pour vous. Alors la première question aussi qu'on voulait vous poser, c'était, et si vous pouvez nous répondre dans le chat, c'est vraiment, et pareil pour Marie-Zoé, donc groupe entrepreneur, super. Qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas prendre des décisions ou d'en prendre des mauvaises? Dites-nous, et Katharina aussi. Donc, on va garder ça en tête que vous êtes essentiellement entrepreneuse et que vous devez décider en solo. Très intéressant. Ouais. Ouais, c'est chouette de savoir. Ça nous aide aussi beaucoup pour orienter un peu ce qu'on va vous dire. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte? Mettez-nous dans le chat de forcément pas, voilà, de pas prendre de décision ou de pas oser en prendre ou d'en prendre. Alors, Emmanuel, elle dit pas de décision, on n'avance pas dans ce que l'on veut. Ok, super. Il y a aussi, il n'y a pas de mauvaise décision, juste de l'apprentissage. C'est très, très vrai. Très, très vrai. On apprend toujours euh, quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Non, je crois qu'il y avait un autre message. Ok. Ouais. L'autre, donc, nous, ce qu'on a vu aussi, c'est que de ne pas prendre de décision, ça va impacter un peu, enfin vraiment le mindset. On va en prendre un coup au moral, c'est-à-dire qu'on va forcément perdre confiance parce qu'on n'avance pas, que en termes de carrière, alors forcément on va stagner plus. Donc si tu stagnes pas, tu progresses pas, limite tu régresses. Alors nous, pour ceux qui étaient, alors il y en a peut-être pas du coup qui sont managers, parce qu'on était parti aussi sur le côté manager. On a des équipes peu engagées parce que c'est vrai que quand on est leader d'une équipe, on va avoir besoin de prendre des décisions et de montrer qu'on est leader. Si on ne le fait pas parce que, et j'échangeais récemment avec une jeune femme aussi qui venait de prendre son premier poste de manager, elle me dit, mais en fait, je veux tellement savoir leur avis que finalement, j'ose même plus prendre mes propres décisions. C'est-à-dire, donc, et ma question pour elle, c'était, oui, mais enfin, comment ça te positionne en tant que leader? Et si toi, euh, enfin, quand tu regardes ton manager, tu as quand même envie qu'à un moment donné, il prenne ses décisions par lui-même. Donc, c'est quelque chose à La, travailler. la- la difficulté, ce sont les différentes couches de management aussi. C'est-à-dire quand tu es manager et que tu es leader, mais qu'au-dessus de toi, tu as une direction qui ne te suit pas. Oui, oui, c'est Ça va bloquer. C'est là où ça va, où tu vas pour prendre des décisions. Et parce que moi, je l'ai expérimenté récemment, j'ai mis en place des choses. J'ai été absente pendant 4 mois et quand je reviens, tout ce que j'ai mis en place a été démantelé. Donc, oui, donc en plus, tu doutes encore plus et que ouais, tu n'es pas sur ce Et point-là. d'ailleurs, tu n'as peut-être pas vu dans le chat, mais effectivement, Marie-Zoé dit que ça résonne pas mal avec sa propre expérience. Voilà. en tout cas, merci pour ce webinaire. Ça me permet d'être moins seule. On s'entraide. Donc voilà, donc l'idée c'est potentiellement on peut aussi passer à côté d'opportunités parce qu'on en a trop de temps avant de prendre une décision qu'on aurait pu prendre peut-être plus rapidement. Mm. Ouais. Et pourtant, savoir prendre des décisions de façon rapide et efficace, c'est une compétence essentielle. Alors,
j'allais revenir à des décisions de base, mais j'allais dire, pour certaines décisions basiques, comme se brosser les dents le matin, par exemple, parce que c'est quand même aussi une décision, on est ravis d'avoir une routine en place qui nous évite d'avoir à prendre une décision sur le sujet tous les matins. On est aussi ravis de laisser notre inconscient décider quelle heure on va faire une pause café, par exemple, ou pas. Par contre, effectivement, la stratégie de développement commercial ou l'offre de job qu'on vient de recevoir, on aimerait bien que la décision qu'on prenne, elle soit optimale. Alors, euh, qu'il s'agisse de se laver les dents, faire une pause café ou décider de la stratégie commerciale, nous prenons sans cesse des décisions. C'est tous des décisions. C'est pas toujours facile, c'est pas évitable, donc c'est inévitable. Mais le côté positif, quand même, dans la prise de décision, c'est que ça s'apprend. Alors, prendre de bonnes décisions, c'est un peu comme c'est une compétence qui s'apprend, en fait. Un peu comme un muscle qu'on entraîne et qui devient de plus en plus performant. Et pour ça, ça s'apprend, ça veut dire qu'il y a des techniques et surtout différentes façons de faire. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous savez déjà prendre de bonnes décisions, déjà parce que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider à en prendre de meilleurs encore en vous apportant des outils complémentaires à ceux que vous avez déjà pour faire encore mieux et vous aider à devenir ce que j'appelle consciemment compétente, c'est-à-dire de vraiment comprendre ce qui est en jeu, ce qui se passe quand on prend des décisions et comment les optimiser. Alors, pour ça, on va commencer par une question. Et donc, je vous laisse répondre dans le chat. Combien de vos décisions, pensez-vous, sont prises par votre inconscient, selon vous? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. A, 29%, B, 59% ou C, 99%. Juliette dit 99%, il y a 99%, le 99%. Voilà, là, 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 nous sommes envahis par des 99%. Ah, voilà. Bon, alors la réponse, ça va peut-être pas surprendre tout le monde du coup, mais la réponse, c'est que 90% de nos décisions sont prises par notre inconscient tous les jours. Et donc ça, c'est, j'allais dire, le premier hic dans l'apprentissage, c'est que si nos décisions sont prises de façon inconsciente, comment on fait pour les changer? Voilà. Alors, pourquoi déjà c'est comme ça? C'est tout simplement parce que notre cerveau se met en mode automatique pour économiser du temps et de l'énergie, euh, comme lorsqu'on se lave les Voilà. mais si le processus de décision est inconscient, aussi lorsque je décide de la stratégie de développement commercial, ça peut devenir un peu compliqué et surtout de le changer. Euh, alors, vous allez peut-être me dire, ça n'a rien à voir parce que se brosser les dents, c'est une habitude, c'est automatique. Et la stratégie commerciale, eh ben, là, c'est de la réflexion. Alors, je vais prendre un exemple très concret pour expliquer comment le cerveau fait des raccourcis. Alors, Mais je te laisse présenter celui-là, que tu connais très ouais, bien. non, on avait un autre petit test pour vous qui est celui-ci. Donc vous voyez un échiquier sur votre écran. Alors, si vous connaissez le truc, à la limite, jouez pas. Mais si vous ne connaissez pas, jouez. Vous avez deux cases. Donc, une case avec la lettre A, une case avec la lettre B. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que, à votre avis, la case A est plus foncée que la case B? Est-ce que la case B est plus foncée que la case A? Ou est-ce que les cases A et B sont de la même couleur? Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat ou ce que vous voyez en tout cas sur votre. Et en fait, là, j'ai positionné une flèche qui est grise unie sur les deux cases. Vous voyez la case foncée avec la lettre A et la case foncée avec la lettre B. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas de différence entre la couleur de la flèche et la couleur de la case. Parce qu'en fait, la case A et B sont de la même couleur. Il n'y en a pas plus foncé que l'autre. Alors, je sais que ça peut ça peut un peu faire bugger parce que nous, enfin, on les voit clairement différentes et on en voit une clairement plus foncée que l'autre. Mais voilà, le hic numéro 2, c'est ça. C'est qu'en plus, notre cerveau, il va pas toujours nous aider à prendre les bonnes décisions. Encore une fois, comme l'a dit euh, Raphaël, il va créer des automatismes pour économiser de l'énergie, gagner du temps, etc., etc. Et il va y avoir le concept notamment des biais cognitifs. On est Ouais. d'accord que là,
de décider de la couleur d'une case, ça a peu d'importance et c'est plutôt rigolo qu'autre chose. Maintenant, on va voir que ça va avoir un impact dans des vraies décisions qu'on a au quotidien. Et donc, autre question pour vous. On va imaginer que vous êtes Alex. Alex est responsable d'achat dans un groupe de cosmétiques et elle a genre l'opportunité unique de négocier l'exclusivité d'une nouvelle gamme de produits 100% bio appelée Jouvence. Raphaël et moi, on est très très doués pour trouver des noms dans les exemples, qui contient une substance active révolutionnaire. Donc d'un côté, c'est une opération qui est coûteuse et risquée. Si on regarde les gains potentiels, ils sont considérables, alors aussi bien financiers que stratégiques, et avec la perspective d'obtenir l'exclusivité à terme des autres produits de la marque et de consolider la présence sur le marché bio de son entreprise. Les pertes, devoir renoncer à vendre un de ses produits actuels qui est concurrent de Jouvence, mais extrêmement profitable aujourd'hui. Donc vous, euh, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce A, que ouais, en c'est ça. A, A, je prends le risque. ouais, ou B, B, bah, je maintiens mon produit Joy, là, celui qui marche déjà et qui est là et qui est, il y a des B, il y a un peu de, ouais, il y a un mélange, il y a trois. Certaines d'entre vous prennent le risque, d'autres pas. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous ne prenez pas toutes la même décision. Donc, on peut avoir exactement les mêmes composantes extérieures, les mêmes choses, et on ne prend pas les mêmes décisions. Après, le biais qu'on voulait mettre en avant ici et qui en a influencé certaines et pas d'autres, c'est le biais d'aversion à la perte qui fait qu'en général, on préfère éviter de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Euh, alors, l'exemple là est moins probant dans le sens que c'est pas une vraie situation et votre vie n'en dépend pas et votre entreprise n'en dépend pas. Maintenant, moi, je l'ai utilisé notamment dans d'autres situations où, à l'époque où j'étais dans une position commerciale où je devais vendre quelque chose à un client. C'est vrai que il y avait notamment un de mes clients, alors ça remonte à loin, c'était à l'époque où on commençait à acheter des choses sur le mobile, sur le téléphone. Et lui, ce client, il avait besoin de plus de trafic sur son site. Et je lui ai dit, écoute, va faire de la pub sur le mobile parce que tout le monde regarde le mobile. Donc, si tu veux plus de trafic sur ton site, tu vas faire de la pub là-bas. Et il ne voulait pas. J'avais beau lui donner toutes les stats, mais si, c'est une bonne raison, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Il me dit non, 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 ça ne convertit pas autant, ça ne m'intéresse pas. Au bout d'un moment, j'en ai marre et je lui dis, écoute, ok, tu fais ce que tu veux, sauf que si tu ne rentres pas si tu fais pas de la pub et tu commences pas maintenant sur mobile, demain, enfin, dans 5 ans, dans 3, 4, 5 ans, tu auras perdu beaucoup trop de parts de marché parce que tout le monde, aujourd'hui, fait ses recherches sur mobile et ils ne vont pas sur leur ordinateur principal. Et ça, c'est l'argument qui a fait qu'il a accepté de commencer à faire de la pub sur mobile. Parce c'était tellement douloureux pour lui de perdre quelque chose que c'est ce qui a fait qu'il a bougé. Donc, ça, c'en est un parmi tant d'autres. Il y a plein, mais il va y avoir plein d'autres biais cognitifs qui vont nous impacter dans notre prise de décision. il y en a combien, par curiosité, en fait Oh, il y en a plus de 200 des biais, il y en a plein, 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 plein. Après, tous vont pas impacter dans la prise de décision, mais moi je dirais que dans le côté, ouais, la prise de décision, il y en a bien 10, 11 qui sont quand même qui qu'il sont faut les connaître. principaux qu'il faut connaître. Ouais. Ce qu'on a essayé de faire aussi avec cette masterclass, c'est vous donner un peu des hacks à chaque fois sur ben, comment pallier à ce problème-là, pas vous donner que des problèmes. Et donc, comment ne pas subir un biais cognitif? Et le seul moyen, c'est d'en être informé, en connaissant l'existence de ces biais et en prenant conscience de tous les leviers à notre disposition pour prendre des décisions moins automatiques. Alors, il y a cette technique que j'aime beaucoup qui s'appelle les chapeaux de Bono. Non pas parce que ça rime, parce que chapeau de Bono, c'est sympa, je trouve, mais parce qu'elle a été inventée par le docteur Edouard de Bono pour optimiser nos processus de pensée individuels et collectifs. Alors, de quoi il s'agit?
Il s'agit de séquencer sa pensée, de se concentrer sur une seule pensée à la fois, et ça pour empêcher en fait la censure automatique qu'on a d'éliminer les idées qui nous déconcertent. Et alors concrètement, de quoi il s'agit? Tu t'imposes le fait de voir le problème ou la décision sur laquelle tu dois le problème sur lequel tu dois prendre une décision sous plusieurs angles en mettant tout tour à tour un des chapeaux de Bono. Donc un chapeau, un rôle, un mode de pensée différent. Cette technique, elle permet de repérer, déjà, quel est ton chapeau habituel et surtout d'apprendre à réfléchir autrement. Alors, les chapeaux de Bono, premièrement, chapeau blanc, le factuel, c'est répondre à la question quels sont les faits? Tu t'attaches seulement aux faits et à l'information objective. Tu restes neutre. Le chapeau rouge, c'est l'émotionnel. Tu exprimes ce que tu ressens face à une idée, tes émotions, tes intuitions, tes pressentiments, voilà. Le chapeau noir, c'est Monsieur Critique. Donc avec ce chapeau, tu mets en évidence les points faibles et les risques. Tu joues l'avocat du diable, en résumé. Le chapeau jaune, c'est l'optimiste. Donc quand tu portes le chapeau jaune, tu vois tous les bouts comptés de l'idée et toutes les opportunités. Le chapeau vert, c'est le créatif. Donc avec le chapeau vert, tu cherches des solutions aux critiques du chapeau noir, en gros, et tu essayes de penser outside the box. Et le chapeau bleu, enfin, c'est l'organisateur. Donc, c'est monsieur et madame réflexion et organisation. Donc, quelles sont les solutions à retenir? Qu'est-ce que tu mets en place et comment? Voilà. Donc, ce hack, il fait appel à ta réflexion pour prendre conscience de tes biais cognitifs et de les neutraliser. Et c'est pas facile en fait de changer de chapeau. On se rend compte quand on fait l'exercice. En général, moi je le fais souvent quand j'ai envie de me lancer dans des projets. Bah, forcément, l'émotionnel est vachement envie, optimiste, j'ai vachement envie. Et puis quand il faut que je prenne le chapeau du critique pour me dire, OK, bah, qu'est-ce qui peut foirer, grosso modo, bah, clairement, ça me fait moins rigoler. Donc c'est hyper. Moi j'aime beaucoup cet outil aussi. Ouais. Alors, parlons justement du chapeau noir, le critique. J'ai un quiz pour vous maintenant. Donc, nous savons qu'en moyenne, nous avons 60 000 pensées par jour. Et en effet, c'est assez énorme. Ma question, c'est sur ces 60 000 pensées, combien selon vous sont négatifs? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. A, 40%, B, 60%, C, 80%. Qu'en pensez-vous? Alors Marie-Zoé, elle dit 80. Juliette, elle dit 80. Claire, 40. Voilà, on a des 80. On a Claire qui dit 40. D'autres répondent. Corinne qui dit 80. Et Catherine à 60. Hélène, 60. Donc on a un peu de tout. On a un peu de tout. La réponse, c'est 80%. Ça veut dire qu'on prend très souvent le chapeau noir du critique, voire le rouge de l'émotionnel ou le blanc du factuel, si les émotions et les faits sont aussi négatifs, mais très très peu le chapeau de l'optimiste, du créatif ou de l'organisateur. Donc Mélinda, ton cas n'est pas une exception. Il me Euh, semble. notre cerveau semble préférer les informations négatives aux informations positives. Et c'est ce que les psychologues appellent le biais de négativité, encore un biais. Et ce biais de négativité, il pèse lourdement sur nos prises de décision et sur nos jugements. Alors, d'où ça vient? En résumé, de notre instinct de survie. Donc, en milieu hostile ou face à des situations douloureuses ou dangereuses, le cerveau mémorise en priorité les données négatives. C'est un mécanisme qui permet des décisions protectrices en cas de danger. Donc, c'est le fameux fight or flight, pardon, au freeze. Et donc, en français, c'est quoi? Combattre, fuir ou s'immobiliser, un peu faire la statue dans l'espoir qu'on ne nous voit pas. Voilà. Face au danger. Exactement. Donc, clairement, le biais de négativité, il va plutôt nous faire générer des émotions qui sont désagréables, qui vont impacter notre comportement, nos décisions, qui vont générer du stress, de la peur. Bref, on va basculer dans des réactions qui sont automatiques et dans ces situations-là, on n'est plus vraiment en contrôle de nos choix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on ressent une émotion qui est forte, on a moins accès à sa réflexion.
C'est pour ça que si vous avez un choc, un truc en général, moi j'aime bien donner l'exemple de quand on conduit et qu'on a un méga choc, à ce moment-là, il faut qu'on s'arrête pour réfléchir sur le bord de la route. Ou ce que je racontais à Raphaël l'autre fois, c'est que moi, la dernière fois, il m'est arrivé un truc, je descends de l'avion, j'allume mon téléphone et là, je reçois un message, mais un truc hyper émotionnel et qui m'énerve fortement, à tel point que je voulais aller faire, pour tout vous dire, je devais aller faire pipi parce que je sortais d'un envol et j'ai fini dans les toilettes des hommes, c'est-à-dire que j'étais tellement, je réfléchissais plus, j'étais en mode automatique, là, j'ai vu une porte, j'ai vu une toilette et je suis rentrée. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le stress et la fatigue vont être des notions importantes parce que plus notre cerveau est fatigué, plus il va déléguer les tâches importantes à ses automatismes. Voilà, c'est important aussi d'être dans un état calme. Et pour ça, d'un point de vue physiologique, pour avoir une meilleure clarté mentale et donc une meilleure prise de décision, rien de mieux que la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, dites-moi oui, non dans le chat, mais globalement, c'est une technique de respiration. C'est trois respirations, donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes par séance. Je vois que tout le monde connaît, donc je vais aller hyper rapidement. Et ça va, c'est vraiment physiologique, donc ça va juste équilibrer votre système nerveux parasympathique et sympathique pour être dans les meilleures dispositions possibles pour prendre les meilleures décisions et être moins ressentir le stress ou les émotions. Euh, Voilà. donc là, on vous a donné le schéma global. Raphaël, tu veux continuer? Ouais, ouais, ouais. Je continue. Donc, ça, c'est le schéma global, comment les émotions fortes et moins fortes, négatives et positives également, entraînent une perte de contrôle sur la prise de décision. Maintenant, voici une liste des biais émotionnels les plus courants qui faussent notre jugement et donc notre processus de décision. Donc, cette liste, elle a été traduite d'après le travail de Shirzad Chaming, qui est l'auteur du livre qui s'appelle L'intelligence positive. Et je vous invite à partager dans le chat d'ailleurs si un de ces biais vous parle le plus. Donc, rapidement, le fuyant, c'est celui qui a tendance à éviter les tâches difficiles et désagréables ainsi que les conflits. Le régisseur, c'est celui qui a besoin de prendre contrôle des situations et des actions. L'hyper-performant, celui qui dépend de sa constante performance et de ses résultats pour son estime de soi et de sa validation personnelle. L'hyper-rationnel, c'est celui qui se concentre intensément et exclusivement sur le traitement rationnel de tout, y compris des relations. L'hyper-vigilant, c'est celui qui génère une anxiété intense et continue concernant tous les dangers qui pourraient mal tourner. Le charmeur, c'est celui qui tente indirectement de gagner l'acceptation et l'affection en aidant, en plaisantant, en secouant ou en flattant les autres, en secourant, pardon. L'effervescent, c'est celui qui recherche constamment une plus grande excitation dans sa prochaine activité ou en restant toujours occupé. Le perfectionniste, c'est celui qui recherche la perfection et a besoin d'ordre et d'organisation poussée à l'extrême. Et enfin, la victime, c'est celui qui est souvent émotionnel, capricieux ou lunatique, comme une façon d'attirer l'attention et l'affection. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le perfectionniste dans le chat, tu vois, oui, donc euh, perfectionniste, effectivement, on revient très souvent. Euh, mais je pense que c'est important de le mentionner. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est que la résultante en fait de ces biais émotionnels qui impactent notre jugement de nous-mêmes et celui des autres. Donc, je pense que je sais et je sais faire euh, bien moins que ce que je pense que les autres savent ou savent faire. Et voilà. Et derrière cette croyance, il y a un ou plusieurs des 9 saboteurs que je viens d'évoquer. Alors, j'ai pris un exemple ici. Je n'ai pas pris le perfectionniste, j'ai pris l'hyperperformant. L'hyperperformance, c'est un biais très commun chez les femmes et les hommes qui ont beaucoup d'ambition professionnelle. Euh, et je l'ai pris parce que vous allez me dire, c'est un biais plutôt positif, a priori. Oui, mais pas que, parce qu'on disait c'est aussi un saboteur. Euh,
les biais émotionnels, ce sont des adaptations que nous avons mises en place depuis notre plus jeune âge, le plus souvent, pour nous adapter et évoluer dans un environnement voilà, qui est le nôtre. Seulement, voilà, ce qui marchait avant ne marche plus forcément maintenant, parce que nous changeons et puis parce que notre environnement change. Et ces biais qu'on appelle aussi des saboteurs, c'est un peu comme avancer en choisissant le bâton plutôt que la carotte. Ce que je veux dire par là, c'est que avec un bâton, on avance, mais c'est jamais très agréable, alors qu'avec une carotte, on peut avancer plus vite et en plus, c'est plus agréable. Alors, si je reviens sur l'impact de ces biais sur la prise de décision, là, j'ai pris un exemple, Julia, qui est, j'allais dire, un mélange de plusieurs clientes que j'ai eues à Londres. C'est un peu moi aussi, il y a quelques années. Alors, Julia, elle est très soucieuse de son image et de son statut. Elle est très efficace. On ne peut pas lui enlever ça. Elle est c'est Wonder Woman. Elle est super efficace. Mais elle reste dépendante de sa performance pour se sentir reconnue. Du coup, elle est complètement focus sur sa réussite externe. Elle est très compétitive et elle bosse énormément. Donc, la plupart du temps, elle a beaucoup de succès. Par contre, elle en oublie souvent ses besoins émotionnels et elle a pas souvent l'occasion de construire des relations très profondes. Donc, Julia, elle a un super poste, elle a un très bon salaire. Elle est probablement pas passée managing director parce que elle n'arrive pas à passer ce qu'on plafond de verre, comme on dit. Et le problème, c'est que Julia, probablement, elle tient un peu trop à sa réputation pour prendre des risques. Elle ne veut pas se planter. Donc, elle limite sa prise de risque. Et son relationnel est plutôt bon, mais comme elle est assez compétitive, elle n'a pas non plus généré beaucoup de support en interne. Le plus souvent, Julia, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de relation stable, elle est limite en burn-out au travail et elle commence à se poser des questions sur ses choix de vie et ses choix professionnels. Voilà, alors avec cet exemple, je veux vous montrer comment le biais émotionnel de Julia joue un rôle important sur sa prise de décision. Donc, ces biais émotionnels, là, ces petites voix intérieures, en fait, elles biaisent nos décisions en y disant soit qu'on n'est pas assez bonne ou qu'on est trop nul, et ça ne nous aide pas forcément à prendre des bonnes décisions. Euh, Mélinda, je te laisse continuer sur... Ouais, rapidement, Ouais. donc, l'idée, ça va être de neutraliser ces biais émotionnels négatifs avec un mindset un petit peu plus positif. Donc, Julia, va falloir sourire un peu plus. D'autant que les études ont prouvé l'impact de la productivité de l'impact du mindset positif sur notre productivité et notre jugement. Et le petit hack qu'on voulait vous partager, c'est celui-ci, c'est celui des qui ne connaissent pas, qui est vraiment un super hack, c'est de se mettre dans la position de Wonder Woman comme à l'écran. Et ça, si vous faites ça pendant 2 minutes, vous allez augmenter votre confiance et réduire votre stress. Donc déjà, dans la prise de décision, ça va fortement vous impacter. L'essayer, c'est l'adopter. Effectivement, seulement en 2 minutes, il a été prouvé, enfin, en seulement 2 minutes, on pouvait apporter des changements dans notre neurobiologie finalement. Donc voilà. Donc ce qu'on a vu là, on fait un petit point d'étape. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était à quel point les biais cognitifs allaient nous impacter, donc la façon dont le cerveau allait automatiser l'information quelque part. Il y avait aussi les biais émotionnels. Et un point qui est beaucoup moins connu, donc on va parler maintenant, c'est l'aspect cognitif des choses. C'est-à-dire, l'aspect cognitif, c'est notre façon de passer à l'action. Et on va vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez un projet à finir en urgence. Comment vous vous y prenez? Donc, A, je vais directement à l'essentiel. B, je fais de mon mieux jusqu'à la deadline. C, je focus sur ce qui peut être fait correctement. Et D, je privilégie le savoir-faire. Donc, en attendant vos réponses, sachez que les études semblent indiquer que nous avons chacun un mode opératoire assez unique qui semble ne pas changer dans le temps. Alors, autant si vous faites un test de personnalité sur votre façon de penser ou sur vos émotions, les résultats peuvent changer dans le temps, les émotions plus rapidement que le cognitif. Par contre, le mode opératoire, ce qu'on appelle aussi le conatif, ça n'a pas l'air de changer dans
il s'agit, là, c'est qu'une seule question, hein, vous pouvez faire un test qui est beaucoup plus long, mais sur une seule question, ça vous donne déjà un petit peu une idée. C'est hyper intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous avez répondu A, ça veut peut-être dire que vous êtes a priori plus analytique. Donc, vous auriez tendance à appuyer vos décisions sur un grand nombre de data. Si vous avez répondu B, c'est peut-être que vous êtes plus organisatrice. Donc, ça veut dire que vous auriez tendance à justifier votre prise de décision en concevant des systèmes qui organisent tout. Si vous avez répondu C, c'est peut-être que vous êtes plus initiatrice, donc vous auriez tendance à vous décider en expérimentant pour voir ce qui se passe et ajuster ensuite. Et si vous avez répondu D, mais là, il n'y a personne en D, je crois, c'est que vous êtes plus bâtisseuse. Donc, vous auriez tendance à vous décider en construisant des solutions tangibles. Voilà, donc ce qui est important, en fait, bien sûr, personne n'est complètement analytique, organisateur, initiateur ou bâtisseur. Nous sommes tous un peu des quatre, mais quand on connaît bien son mode opératoire, ça permet de gérer sa prise de décision en fonction de sa nature. Ainsi, les décisions sont plus faciles à prendre, plus rapides et elles demandent moins d'énergie et elles sont souvent plus perspicaces. Et alors, c'est là maintenant que je vais reprendre en fait l'exemple de Laura que j'ai donné précédemment. Parce que Laura, en fait, elle connaît assez bien en fait son mode opératoire et elle sait qu'elle est 42% initiatrice. Et c'est pour ça qu'elle sait que commencer en fait sa prise de décision par une session brainstorming, c'est la meilleure façon pour elle de commencer un processus de décision. Elle a également, Laura, 26% organisatrice. Donc, intégrer les possibles sites pour la nouvelle chaîne d'emballage qu'elle considérait dans les systèmes de l'entreprise est son second critère. Alors, bien sûr que l'analyse SWOT, elle est importante pour la décision finale, pour Laura et par rapport à son management et toutes les parties prenantes à la discussion. En fait, tous les critères sont importants si on veut convaincre une audience diverse et variée, j'allais dire, mais quand il s'agit de Laura qui veut se convaincre elle-même d'abord d'avoir pris la bonne décision, elle gagne en fait beaucoup de temps et elle gagne en confiance en commençant par le côté initiateur. Donc, si son manager est plutôt analytique, elle gagnera à lui présenter l'analyse soit en premier, bien que avoir soumis en fait euh, sa décision à la validation du groupe en premier, c'est aussi un bon compromis, surtout si son manager il est analytique, mais il est aussi charmeur, par exemple, ou hyper performant. Ça ira bien ensemble. Euh, donc voilà, les trois piliers du processus de prise de décision, qui sont aussi les trois piliers du programme Décideur que nous avons mis en place avec Melinda. Donc, un, l'élément cognitif, c'est-à-dire le mode de pensée et les biais cognitifs. Deux, l'élément émotionnel, les biais émotionnels et les saboteurs que l'on a développés par adaptation, comme on a vu. Et enfin, l'élément conatif, ou notre mode opératoire, ou modus operandi aussi, on dit, qui nous est propre et qui définit comment on tend à agir et à passer à l'action dans les situations concrètes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les biais cognitifs, ils sont nombreux et difficiles à percevoir. Donc, la meilleure façon, c'est de savoir qu'ils existent et d'envisager les différentes situations dans lesquelles on peut prendre une décision sous le plus d'angles possible. Donc, c'est les chapeaux de Bono pour rester le plus neutre possible dans notre réflexion. Les biais émotionnels, ils sont multiples aussi. La meilleure façon de les neutraliser, c'est de nourrir des pensées positives. Par exemple, avec les power poses, pour une application, j'allais dire, concrète et immédiate. Alors, bien sûr, il y a d'autres méthodes sur le long terme, comme l'exercice physique, la méditation, le journalisme. J'allais dire solution immédiate, les power poses, pardon, ça marche super. Et nous avons aussi parlé de la cognition et notre façon de passer à l'action qui est propre à chaque individu et qui tend à rester immuable dans le temps. Euh, Il n'y a pas de bon ou mauvais modus operandi, il y a juste en fait des modus operandi qui nous conviennent et d'autres non. Et si votre manager, par exemple, vous demande de lui fournir une analyse détaillée de la concurrence pour définir la prochaine campagne commerciale, par exemple,
C'est top si vous êtes analytique, mais va falloir trouver une parade si vous êtes un peu basse sur cette échelle. Et donc, la meilleure parade à ce moment-là, c'est simplement de gérer ses choix en fonction de sa nature, de son mode opératoire à soi, qui est personnel, donc, et d'adapter ensuite sa réponse au mode opératoire de son interlocuteur. Donc, notre programme tient donc compte de l'environnement aussi. Donc, par environnement, j'entends un manager ou des collègues qui ont un mode opératoire différent d'une autre. L'incertitude aussi, qui est liée à à un manque d'information ou à des données peu claires, des enjeux ou des risques élevés, des deadlines très courtes, possiblement des conflits d'intérêts, soit le nôtre, soit un conflit d'intérêts au niveau d'une personne avec qui on travaille, ou juste parfois de la complexité de la situation. Euh, donc le programme décideur, c'est l'occasion de couvrir en fait tous ces aspects du processus décisionnel. Euh, Ouais, alors là, je vous laisse lire parce que vous savez très en retard, mais grosso modo, c'est l'opportunité de se développer voilà, personnellement, professionnellement, rapidement, et de travailler avec nous, ce qui est quand même top. Et on va couvrir le mindset, le fait que effectivement votre pensée, elle va impacter votre réalité. Donc, si déjà vous pensez que vous allez prendre des modes de décision, que vous n'êtes pas vous n'avez pas toutes les cartes en main, les bonnes méthodes pour prendre les bonnes décisions, clairement, inconsciemment, le message que vous transmettez à votre cerveau, c'est ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour essayer de prendre la bonne décision parce que ce truc est voué à l'échec. Donc voilà, donc comment on travaille là-dessus et puis on neutralise le syndrome de l'imposteur, le déficit de confiance, etc. Après, ça sera évidemment saupoudré de neurosciences et on ira un peu plus loin vraiment dans comment le cerveau fait face à la décision. On verra comment tous les biais cognitifs qui peuvent nous piéger dans cette prise de décision et aussi les biais émotionnels. On ira plus loin pour voir un peu plus en détail ce qu'a expliqué Raphaël. Et on parlera aussi de comment développer, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais comment développer son intuition pour décider plus vite. On verra ce qu'est l'intuition d'ailleurs d'un point de vue neuroscientifique. On va voir que l'intuition, c'est ni plus ni moins que le cerveau. Et comment ça peut nous aider quand on n'a pas toutes les informations. L'objectif, c'est aussi de vous partager des trucs 100% concrets. On vous a donné des petits outils aujourd'hui, mais dans le programme, c'est vrai que l'idée, c'est de faire à chaque séance de vous donner un outil, que ce soit le modèle d'évaluation des risques, que je sais, Raphaël adore, ou des modèles pour prioriser, le classique SWOT, mais aussi des modèles, encore une fois, intuitifs pour décider plus rapidement. L'idée, c'est vraiment de vous donner des outils pour plus vous ayez peur dans votre prise de décision. Voilà, c'est aussi simple que ça. Apprendre à décider selon votre nature. Donc là, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'analytique, mais ça, c'est le chiffre global. L'idée, c'est de vous aider à trouver la petite formule magique de combien vous êtes de chaque section pour pouvoir appliquer les meilleures décisions possibles. Et surtout, on va vous aider aussi à identifier vos propres paramètres de décision. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le passé, a fonctionné pour vous ou pas dans la façon dont vous avez pris vos décisions. Et deux grands classiques, sachez qu'on retrouve pas mal dans nos séances avec Raphaël, quand on parle de prise de décision, c'est comment on décide sous la pression. Pas facile, c'est quoi les sources de pression et surtout comment on fait pour renverser la pression. Appréhender la surcharge d'informations aussi, surtout aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y en a beaucoup. Et décider dans le doute, c'est-à-dire comment on fait, comment on négocie, ok, incertitude étant, et surtout qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas, quand vraiment on est bloqué et qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à décider. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Enfin, pour nous, c'est de vous donner des outils des stratégies pour développer votre confiance, pour que vous puissiez prendre des décisions voilà, plus rapides, plus efficaces. En termes d'investissement, le programme, donc c'est 6 semaines de programme. L'investissement, c'est 497 €. Par contre, pour la masterclass, on vous fait une offre un petit peu chouchou, déjà pour vous remercier. L'offre, c'est une réduction de 60% sur le prix habituel du programme. Et du coup, ça fait 197 €.
C'est une offre qui est valable rapidement là, dans les 20 minutes, la demi-heure qui suit. Pourquoi on fait ça? Pour vous remercier déjà d'être venu, d'avoir pris du temps pour assister à cette masterclass. Et aussi parce que on veut sécuriser bien évidemment un nombre minimum de participants au programme. Le but étant de créer un groupe sympa, parce que la vraie valeur ajoutée du programme, c'est les échanges et c'est le temps qu'on va passer à échanger et les partages dans le groupe. Ouais, Est-ce qu'il y a exactement. des choses à rajouter? Ouais. Et en fait, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le programme Décideur, il est vraiment adapté à toutes les femmes qui cherchent à se développer professionnellement, donc quel que soit le niveau hiérarchique et quel que soit, j'allais dire, la fonction, parce que tous les principes théoriques que nous traitons, ils sont assez universels, hein. Que ce soit les biais cognitifs, les croyances limitantes ou les modes d'action, les études tendent à montrer que nous sommes tous identiques dans nos différences. Donc pourquoi aussi au féminin? Parce que pour le coup, l'application de ces principes, elle varie pas mal selon le genre, parce que les femmes sont susceptibles de vivre des situations décisionnelles différentes de celles des hommes. Et, euh, Nous voulons vous aider à les aborder avec confiance. Et dans le programme, nous utilisons des exemples très pratiques, adaptables et applicables à une variété de secteurs et de situations. Après, il y a aussi la notion de temps qui revient souvent. C'est vrai que c'est 6 semaines, c'est 1 heure par semaine. Bon, c'est sur la pause déj parce qu'on estime que sinon on a d'autres choses à faire le soir. Bien sûr, il y aura des replays, donc ce sera possible de voir si vous pouvez assister, de voir la séance. L'idée, ça va être vraiment quand même de le voir toutes les semaines pour pouvoir tester des choses entre les séances et avancer ensemble. Ouais. Et alors, Mélinda, ton dernier point là, il est important en effet parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne, on n'est pas les seuls, mais il y en a peu qui ont vraiment une dimension pratique. Et nous savons très bien que ce que vous cherchez, c'est des résultats tangibles et durables. Et c'est pour ça que le programme, on l'a vraiment créé pour qu'il soit entièrement axé sur l'action et la mise en pratique des compétences acquises. Alors bien sûr, le succès dépend également de votre participation active, mais nous voulons vous offrir les outils et le cadre pour développer cette compétence. Voilà. Donc voici les 6 dates du programme. Donc les sessions seront toujours d'1 heure, de 12h30 à 13h30, et elles seront toujours enregistrées et disponibles à visionner ou à écouter, soit parce que vous avez manqué une session, soit parce que vous voudriez la réécouter. Et pour acheter donc le programme Décideur maintenant, donc pour 197 € maintenant, au lieu de 497 après, euh, il vous suffit de scanner le QR code que vous voyez s'afficher et qui vous envoie directement sur la page. Si vous trouvez que 197 €, c'est encore trop cher, malgré les 60% de discount à peu près, Melinda m'a fait remarquer que c'est le prix d'un latte au Starbucks tous les jours pendant 6 semaines, donc le temps du programme. C'est un bon comparatif, Mélinda, bravo. Ouais. Non, mais En tout cas, moi, je trouve ça formidable parce que j'avais déjà suivi une session avec Mélinda et notamment le Wonder Woman. Je l'ai testé mardi dernier. Ah, et ça t'a Et été utile? écoute, ça a été très utile. Alors, je revenais après 4 mois d'absence dans un contexte un peu compliqué Ouais. et j'ai pensé à toi et je me suis dit, en réunion face à 35 personnes qui composent mon équipe avec mon responsable à ma droite et ma coordinatrice, enfin mon bras droit à ma gauche, façon de parler. J'ai adopté cette posture et c'est ce qui a en fait conditionné tout le reste derrière. Ah, Donc ça génial. m'a énormément, voilà, c'est ce que je vais te dire, ça m'a redonné, enfin, ça m'a permis d'avoir confiance à C'est un top. moment clé du retour, parce qu'il faut pas rater son retour quand on revient. Ouais, Ouais, non, c'est c'est clair. génial. C'est Ouais, génial. c'est génial. Merci, ouais, merci de Donc partager. voilà, C'est clair. voilà. Donc la posture à surtout garder en main, en tête et la respiration effectivement. Ouais, la cohérence cardiaque et puis enfin, quelle que La- soit la respiration d'ailleurs, du moment qu'on respire déjà. À partir, c'est que pour nous, c'est hyper important que vous sentiez en totale confiance en rejoignant Décideur. Donc, c'est pour ça qu'en plus du discount qu'on vous offre aujourd'hui, on a mis en place on s'est mis d'accord avec Melinda pour mettre en place une garantie de remboursement à 100% sur les 20 premiers jours du programme.
soit juste après la deuxième saison Décideur. Donc, si vous participez aux 2 premières sessions sur les 6, donc déjà un tiers du programme, et si vous décidez qu'après la deuxième session, ce programme, c'est pas fait pour vous, nous vous remboursons intégralement les 197 euros. Donc ça, c'est notre engagement, Melinda et moi, envers vous, votre succès et votre satisfaction. Et pour vous faire rembourser, il suffira simplement de nous envoyer un email dans les 20 premiers jours du programme et vous serez intégralement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficiez en plus du Boost 2024. Il s'agit de 4 heures de masterclass enregistrées pour vous aider à atteindre vos objectifs et 2 de la série sur la performance durable. Il s'agit d'un email, un conseil par jour pendant 10 jours pour booster votre performance. Et ça, c'est notre cadeau en plus pour vous lorsque vous vous inscrivez aujourd'hui. Ouais. Mm. Donc moi, écoutez, je vous remercie d'avoir consacré votre temps et votre attention à cette masterclass avec nous sur la prise de décision. Nous espérons que vous avez trouvé cette session utile et que vous nous rejoindrez pour encore plus de valeur ajoutée dans le programme Décideur. Voilà. Merci à toutes pour votre Merci. participation active. C'est très agréable pour nous et on a hâte de vous retrouver bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.